Nous allons donc faire un focus sur ces questions des transitions avec tout d'abord un témoignage. Un témoignage. Alors, on va garder, on a un autre podcast à vous passer qui est celui du témoignage des personnes donc suivies par Dessine-moi un mouton et qui nous racontent ces transitions. Je vous propose de le garder pour la toute fin de matinée, pour notre conclusion, et d'aller sur un témoignage de praticiens. Comment on fait la transition, comment on la sécurise, avec deux exemples, celui du VIH, celui de la drépanocytose, et de la manière dont à l'hôpital Armand Trousseau, cette question est abordée. On va commencer avec le docteur Catherine Dolphus, qui est pédiatre et qui va nous expliquer comment se travaille cette question de sécurisation de la transition. Voilà, donc sur cette diapo de titre, j'ai mis une brochure que justement dans le service on avait élaborée il y a, je dirais, une dizaine d'années maintenant, justement pour cette chose dont on vient de parler tout à l'heure, c'est donner des billes aux jeunes sur les choses dont il a besoin, connaître sa maladie, mais aussi connaître les démarches administratives, connaître un certain nombre de choses qui sont utiles pour cette autonomie en santé. Alors, ce dont je voulais témoigner avant de donner justement après la parole à Marie-Hélène, c'était d'un travail qui m'avait été confié par le groupe hospitalo-universitaire de l'Est parisien il y a 10 ans, qui était dans le cadre de l'amélioration de la qualité et sécurité du parcours patient, de cet objectif qui était assurer la sécurité et la continuité de la prise en charge des patients mineurs dans leur passage en secteur adulte. Et ce qu'on a fait, c'est constituer un groupe constitué de plusieurs types de soignants, c'est-à-dire aussi bien des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, etc., et de plusieurs spécialités, neuro, cardio, pneumo, VIH, etc., handicap, et avec aussi nos partenaires adultes, de médecine adulte de ces pathologies-là. Donc ce groupe pédiatre adulte multidisciplinaire a réfléchi à travers des réunions périodiques pour, au fil du temps, élaborer ce qu'on pourrait appeler une charte de bonne pratique sur plusieurs années. Puis ce qui nous a intéressé, c'est que finalement, ce qu'on a écrit, c'était ce que quelque part on lit partout, mais ça a été vraiment, en fait, un dispositif d'appropriation, de l'élaborer au fur et à mesure du temps. Et puis, le versant suivant, c'était le projet de création d'un espace transitionnel, pour lequel il y avait un projet d'appel de financement dans les pièces jaunes, etc., en 2016. Et vous voyez que un certain nombre de difficultés sur le chemin font qu'il a fallu à peu près 7 ans pour en arriver à l'escale qui vous sera présentée tout à l'heure. Mais donc, on était un peu dans l'historique. Alors, on avait élaborer donc ces choses sur plusieurs temps. Donc pendant le suivi pédiatrique, ce que Nizar a un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà d'évoquer le fait qu'il y aura un futur suivi d'adultes, alors même qu'on est dans un suivi d'enfants, donc il n'y a pas de timing, mais déjà le fait de lancer cette chose dans la réflexion dès le début. Aborder les implications possibles de la pathologie à plus long terme à l'âge adulte. Ça, c'est les médecins d'adultes qui insistent. Mais pour revenir à ce que disait Oppenheim tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit cruel non plus. Donc, qu'est-ce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on ne dit pas forcément dans les choses les plus péjoratives à ce jour. Identifier un médecin traitant, puisque normalement, à partir de 16 ans, on est censé avoir ça, mais en tout cas, moi, dans la population VIH, je pense que ce n'est pas 10% des patients qui ont un médecin traitant, donc ça, c'est quand même une problématique de fond. Réfléchir au lieu et au profil du futur médecin qu'ils aimeraient avoir en adulte, favoriser le développement de l'autonomie en santé, évaluer, nous, leur autonomie globale et la faire maturer, faire un point social sur toutes les démarches utiles, et puis choisir un moment signifiant pour le passage.
Après ça, par rapport à la façon dont on prend le contact avec le service adulte, il y a plusieurs modalités qui s'appliquent. Ça peut être une consultation directe en service adulte, mais précédée d'un certain travail et d'un contact avec le médecin choisi. Ça peut être des consultations en binôme médecin, pédiatre et adulte, aussi bien dans les locaux de la pédiatrie ou dans les locaux de la médecine adulte. Ça peut être aussi un espace transitionnel comme Guy Moquet, où des médecins d'adultes consultent, mais aussi des médecins d'adolescents. L'importance des transmissions des informations médicales ou personnelles. Il y a discussion aussi de justement confier ces informations transmises aux jeunes, parce que c'est aussi commencer à être responsable de certains éléments de son dossier, de son parcours, mais aussi faire qu'il y ait une liaison entre les psychologues, une liaison entre les travailleurs sociaux, et puis, pour diminuer le risque de perte de vue, organiser la traçabilité, à la fois en notant dans le dossier patient où on les adresse, et puis en gardant une liste qui nous dit où ils vont être suivis. Pour le suivi en milieu adulte, c'est important de permettre que le jeune se repère, et physiquement, mais culturellement aussi, parce que un modèle de soins adulte n'est pas du tout un modèle de soins pédiatriques, et qu'il faut qu'ils comprennent les différences et qu'ils se repèrent dedans. La première consultation adulte doit être généralement longue, si possible pluridisciplinaire. Elle peut revêtir l'aspect aussi d'un hôpital de jour de transition. Je crois que ça vous sera évoqué tout à l'heure dans la plateforme. Et il est absolument essentiel que du côté des adultes, il y ait une vigilance particulière à ces rendez-vous-là et s'assurer que le suivi régulier se mette en place, que les rendez-vous non honorés soient repérés, que les patients soient recontactés, soient relancés, voire même qu'on les appelle systématiquement la veille de leur rendez-vous, etc. C'est très important, et ça, on a vraiment retrouvé, quel que soit le pays avec qui on travaille, quelle que soit la sous-spécialité, c'est que la particularité, il faut que du côté adulte, il y ait une attention particulière au suivi de l'adolescent et du jeune adulte qui doit être différente de celle de tout un chacun, de tous les adultes. Il faut faire des aménagements et généralement, la moyenne, c'est entre 2 et 4 ans d'attention plus dédiée. Bien entendu, c'est aussi une période de rupture entre la sécurité sociale étudiant, etc. Il y a toutes les occasions possibles à cet âge-là pour que s'installe une perte de soins qui va engendrer une perte de suivi et sur laquelle il faut être extrêmement vigilant. Et puis, quand est-ce que s'arrête la mission du service de pédiatrie ? On propose systématiquement qu'il y ait une consultation de débriefing en pédiatrie après le premier contact en service adulte pour être sûr qu'il a eu lieu et que ça convient. D'ailleurs, ça les met en position de force. Il y avait un de mes patients, le médecin qui l'a vu m'a dit, dis donc, il m'a dit qu'il voyait s'il allait me plaire. Et donc c'était lui finalement le médecin qui était un petit peu jugé par le jeune, savoir s'il conviendrait ou s'il fallait proposer autre chose. C'est rassurer qu'un suivi effectif, c'est-à-dire 2 ou 3 consultations consécutives, ont eu lieu effectivement dans ce nouveau service. Si on n'a pas de retour d'information, recontacter le patient dans l'année qui suit. Pour certains patients, il est quelquefois nécessaire de garder un pied de chaque côté pendant un certain temps. Et puis, ce que nous avons fait, c'est de mettre en place des staffs communs pédiatrie adulte autour de cette population particulière et au cours de laquelle on vérifie, on pointe, on repère les perdus de vue et on discute de qui et comment on les relance. Bien entendu, assurer le soutien psychologique dans ces périodes de vulnérabilité. Alors, pour le VIH, ce qui a été un petit peu dit tout à l'heure, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de problématique clinique pour la majorité des patients et essentiellement, on est sur des problématiques d'observance thérapeutique, d'identité, comme là encore on disait avec Daniel Oppenheim tout à l'heure, cette constitution d'identité, cette structuration adulte en face d'une maladie stigmatisante au point social. Ça veut dire que les problématiques essentielles passe par l'échange, par la parole. Et donc, dans le profil des médecins, ce n'est pas forcément un technicien. On n'a pas des choses de haut vol à proposer, mais il faut quelqu'un d'attentif et de prêt à écouter et échanger d'une façon personnalisée.
Alors ça, c'est un petit clin d'œil parce que justement, certains de ces jeunes étaient aussi à Dessine-moi un mouton. On a fait une petite étude justement au sein de nos staffs, enfin de la base de données de nos staffs communs. Celle-là, c'était un peu les toutes premières données sur les services qui participent au staff commun. Alors, vous voyez que sur une cinquantaine de jeunes, près de la moitié sont nés en Afrique, ce qui retrouvait un petit peu ce qu'on racontait pour la Drépano tout à l'heure, que leur première consultation adulte a eu lieu généralement à un âge médian de 22 ans, donc vous voyez relativement tardif. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas de limite sur l'âge auquel un enfant atteint de pathologie chronique peut être suivi en pédiatrie si c'est pour la pathologie chronique qui a été dépistée dans l'enfance. C'est l'hospitalisation qui imposera d'être, ou le passage aux urgences, d'être sur un circuit adulte, et 18 ans et pas 16 ans en France aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi certains jeunes peuvent avoir beaucoup plus de 18 ans ou de 16 ans dans leur consultation. Ce qu'on a vu, c'est qu'après un temps médian de 7 ans, 89% étaient toujours suivis dans ces services où on les avait référés. Quelques-uns ont développé des pathologies opportunistes, mais néanmoins, une source de satisfaction est que si 58% avaient une charge virale indétectable à la transition, c'est-à-dire pas beaucoup, mais c'est-à-dire ce qu'on sait de l'adolescence et de l'inobservance à l'adolescence, au dernier suivi, c'était le cas pour 84%. Et notamment, chez 20 patients qui étaient en échec virologique à la transition, 75% se sont maintenus en bon contrôle. Donc voilà, c'était un petit exemple pour raconter ça. Et ça, c'est une diapo juste pour dire, c'est Enora Leroux qui a travaillé à Robert Debré, qui avait fait sa thèse en 2015, donc finalement dans un timing qui était celui de notre élaboration du GHUEP sur une modélisation des besoins et de la réponse des systèmes aux questions, et où on retrouve beaucoup de choses qu'on a aussi élaborées dans l'élaboration commune. Donc je passe la parole à... Juste un point, Catherine Dolphius, cette diapo est à disposition, j'imagine, pour les personnes qui assistent au colloque et qui voudraient l'approfondir. Merci beaucoup. Et avant que vous ne preniez la parole, Marie-Hélène, juste, c'est pas une question, mais venant de la salle, une remarque à votre présentation. Bonjour, tout à fait d'accord pour dire que la première consultation en service pour adultes soit plus longue et de porter une attention particulière à ces jeunes. Je me permets d'ajouter que des transmissions solides et globales, médicales, sociales, psychologiques, etc., doivent se faire de la pédiatrie vers les collègues de services adultes pour que ça fonctionne. Voilà. Absolument. Ah bah oui. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens, dites-vous. Marie-Hélène Audièvre sur oui, on peut applaudir. On va parler aussi de la drépanocytose et de la manière dont cette transition se fait. Bonjour, donc je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Bon, moi je ne suis pas une spécialiste de la transition, hein, mais je vais vous rapporter ma petite expérience concernant la drépanocytose donc à Trousseau, versant pédiatre, puisque je suis pédiatre. Donc à Trousseau, on a un centre de la drépanocytose où nous avons à peu près presque 400 enfants qui sont suivis. Alors, pour être très pratique, quelques paroles d'adolescents qui nous ont fait part avant la transition, lorsqu'on fait des séances d'éducation thérapeutique orientées sur la transition. Alors, bien sûr, les prénoms ont été changés. Hein. Donc, il y a eu... Boubacar pense que les urgences adultes sont comme dans les films, ou pense qu'on va s'occuper moins d'elles, ou il n'y a rien qui change, ou pense qu'il y a des mauvais côtés à être indépendant, mais ne sait pas encore quoi. A peur de sa première nuit seule, ou j'ai peur, c'est compliqué, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Y aura-t-il un goûter en hospitalisation? Ou personnellement, je pense qu'il n'y aura que du positif. Déjà fini les rendez-vous avec maman, fini les pleurs de bébé à côté. Je ne sais pas s'il y a des adultes qui pleurent. Et normalement, si tout va bien, je suis libre de sortir quand je veux, sans avoir l'autorisation d'un représentant légal. Donc vous voyez toutes les remarques assez diversifiées.
Et puis quelques paroles d'adolescents après la transition, donc quelques semaines après la transition. Alors aux urgences, pas d'intimité les uns à côté des autres, dans une grande salle commune, une chambre double avec une personne âgée délirante. Ou alors j'ai eu de la morphine en intraveineux mais pas de PCA, pas de méopa. Ou alors c'est complètement différent, le docteur est beaucoup plus occupé, il n'est pas là pour nous chouchouter. Ou alors la télévision est payante. Et puis une remarque d'un jeune qui a passé sa transition, on lui a posé la question quel aurait été l'âge idéal pour commencer à en parler, il a répondu 20 ans. Et puis sa mère qui a été interrogée juste après, elle a dit « Oh, moi j'aurais dit 30 ans plutôt ». Voilà. Donc tout ça pour dire qu'avant d'intervenir sur la transition, il faut écouter le patient. Donc les soignants, ils ont plein d'idées. On va parler de la maladie, du traitement, des complications, de la conduite à tenir aux urgences, des médicaments. Et puis en fait, de l'autre côté, les adolescents, eux, leur question, c'est pourquoi dois-je changer d'hôpital? Je veux rester avec mon pédiatre. Ou quand dois-je changer de service? Est-ce que je peux choisir le service adulte? Est-ce que je pourrais continuer à être hospitalisée en pédiatrie quand je serai passée chez les adultes? Est-ce qu'il y aura une personne âgée à côté de moi? Est-ce que maman pourra m'accompagner? Les questions administratives. Est-ce que je devrais emporter mon carnet de santé chez le médecin d'adulte? Donc quelque chose de très concret. Et puis nous, on a souvent la question, est-ce qu'il y aura une Maëlys chez les adultes? Donc Maëlys, c'est notre infirmière d'éducation thérapeutique coordinatrice. Donc qui fait le lien, et ils sont donc très malheureux de quitter notre Maëlys. Donc c'est une des questions qui revient souvent. Alors, dans le cadre de la drépanocytose, pourquoi c'est important d'assurer la continuité du suivi? Alors déjà, la drépanocytose, comme maladie chronique, il faut savoir que plus de 95% des enfants drépanocytaires atteignent l'âge adulte. Donc ils vont avoir une transition. C'est une période critique dans le cadre de la drépanocytose, avec une augmentation souvent du nombre de consultations aux urgences, d'hospitalisation avec un risque accru de décès. Et puis, c'est l'âge aussi où apparaissent les premières atteintes d'organes, donc des atteintes chroniques. D'où l'importance d'une bonne observance des mesures préventives. Et puis, je vais passer vite, l'adolescent, on en a longuement parlé ce matin, c'est une période de grande vulnérabilité, il a besoin d'autonomie, mais aussi d'avoir ses parents à côté de lui. Il y a tout ce qui concerne la mauvaise observance, le risque de rupture de suivi, il ne comprend pas forcément l'intérêt du dépistage des atteintes d'organes. Et puis, il y a d'autres transitions qui sont concomitantes. L'école vers le travail, le logement chez les parents versus le logement seul. Et puis, les parents, à ne pas oublier, ils font aussi leur transition. Et ils sont parfois, j'ai mis entre guillemets, terrorisés à l'idée du passage chez les adultes. Et les soignants, c'est difficile pour nous aussi, pour nous les pédiatres, d'abandonner l'enfant qu'on suit parfois depuis sa naissance. Pour ça, ce qui est très important côté soignant, c'est d'être aidé par des autres professionnels de santé, notamment des infirmières d'éducation thérapeutique, des coordinatrices. Ça nécessite également que les équipes pédiatriques et adultes se connaissent bien pour que l'équipe pédiatrique puisse bien expliquer ce qui va se passer et préparer l'adolescent. Parce que si on ne connaît pas, nous, le monde d'après, on ne peut pas l'expliquer. Et puis, notamment, qu'on connaisse également le nom des futurs intervenants, qu'on connaisse le service où va aller le futur adulte. En pratique, ça regroupe ce que fait Catherine, c'est qu'on commence très tôt, c'est-à-dire dès 15 ans, on commence à parler du futur lieu de suivi. Dans un autre hôpital, on demande où est-ce que vous voudriez être suivi. On parle des thèmes très pratiques, socio-professionnels, et puis on commence à autonomiser l'adolescent. En particulier, on le voit seul dans la consultation en faisant sortir ses parents. Et puis entre 17 ans et 18 ans, on commence à organiser plus concrètement la transition. On fait une séance d'éducation thérapeutique collective transition. Donc on les prend une journée entre adolescents, donc une petite dizaine d'adolescents. Je vais vous montrer quelques exemples après. Et puis dans cette journée, ça comprend également la visite du futur suivi adulte qui, pour l'hôpital Trousseau, est en majorité l'hôpital Tenon. On fait des consultations communes pédiatre-médecin d'adulte, soit à Trousseau, soit parfois à Tenon. On transfère tout ce qu'on vous a dit, le dossier médical et socio-éducatif. On prend le premier rendez-vous de consultation chez les adultes. Donc c'est l'adolescent qui le prend, mais il est accompagné par notre Maëlys, qui le fait avec lui. On ne le laisse pas seul.
On valorise l'adolescent, on a un regard positif sur ses capacités. Lors de cette journée transition, souvent, ce qu'on remarque, c'est que les adolescents s'échangent leur téléphone entre eux. Et puis, il y en a certains qui découvrent qu'ils ne sont pas seuls à avoir cette maladie. Et puis, on n'oublie pas les parents. Et puis, la transition effective, elle se fait à 18 ans ou quelques mois après, mais toujours en période stable de la maladie, c'est-à-dire pas lors d'une hospitalisation pour une complication aiguë. Et puis, ensuite, tant que le jeune adulte n'a pas eu sa première consultation avec le médecin d'adulte, il revient aux urgences en milieu pédiatrique. Et il est hospitalisé en pédiatrie tant que le contact effectif n'a pas été fait avec le médecin d'adulte. Et puis, à cette occasion, je rappelle que certains de nos adolescents, en fait, ils sont hospitalisés en milieu adulte avant la transition, soit par exemple ils font une crise alors qu'ils sont à l'école et que c'est les pompiers qui les amènent à l'hôpital de secteur. Et là, c'est souvent assez catastrophique quand ils ont eu une première expérience en milieu adulte avant que cette transition accompagnée soit faite. Voilà. Et la sécurisation post-transition, on vérifie que le rendez-vous adulte a bien été honoré. Et Maëlys, toujours elle, suit notamment pendant presque plus de 2 ans après la transition, elle vérifie que tous les rendez-vous chez les adultes sont faits. Si l'enfant n'y est pas été, elle les relance. Voilà. Et on reste bien sûr disponible à tout moment. Et très souvent, les jeunes adultes nous rappellent Maëlys pour des conseils. Voilà. Donc là, il me reste juste quelques diapos, ça va être très rapide. Voilà. Donc les outils qu'on utilise, il y a l'application de Repacare dont on va en parler cet après-midi. On a des brochures, les séances d'éducation collective. Voilà, tout ça pour vous montrer que ces séances sont bien organisées et qu'on a l'aide d'une assistante sociale et d'une patiente experte. Et il y a le médecin d'adulte qui est là. Voilà, et ensuite on va visiter l'hôpital Tenon avec les adolescents. Donc quelques exemples de transition ratée, entre guillemets. Donc l'adresse, c'est la prison de la santé. Ou alors vous avez là sur Orbis, vous voyez toutes les consultations aux urgences qui suivent la transition. Ou alors tous les rendez-vous manqués. Donc ça, pour nous, c'est quand même une transition ratée. Et pour finir, une transition réussie. Tous les rendez-vous sont honorés, mais également, ne pas oublier, il faut que l'adolescent, jeune adulte ait confiance dans l'équipe adulte, qu'il adhère à ses traitements, qu'il ait une bonne capacité d'autogestion de sa maladie et qu'il ait une qualité de vie satisfaisante. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Dans quelques minutes, vous répondrez aux questions de la salle. D'ici là, je vais vous inviter à regagner vos places dans la salle et on va pouvoir échanger à partir des éléments d'analyse que vous avez partagés avec nous sur les enjeux de la transition et les bonnes pratiques. On va parler de plateforme de transition. Je vais inviter Nizar Malaoui, Hélène Mellerio, Guillaume Touvenin et Philippe Touraine à venir me rejoindre pour nous parler dispositifs de transition, plateforme et innovation en la matière. Merci à tous les 4 d'être là pour peut-être relever un peu le défi de ces transitions. Une réaction pour commencer à ce que nous ont présenté il y a quelques minutes Marie-Hélène Audièvre et Catherine Dollfus. Est-ce que toutes les bonnes pratiques présentées font écho à ce que vous vivez? Oui, je vous en prie. Oui, moi j'avais une réaction sur le très beau topo et l'intervention de Catherine Dollfus. Et j'ai bien aimé quand vous aviez cité en fait le tracking en service d'adulte en disant qu'en fait c'était une mission de pédiatre parce qu'on voit que c'est vraiment très difficile à mettre en place. Et bravo pour votre dispositif. Et c'est voilà le fait de le nommer comme une mission de pédiatre, je trouvais ça vraiment intéressant comme perspective. Moi, je voudrais juste faire un commentaire suite au topo de Marie-Hélène Audièvre. Les remarques des jeunes qui exprimaient leurs appréhensions, c'est justement assez typique de cette appréhension d'une rupture assez brutale finalement. Il ne va plus y avoir comme ci, il ne va plus y avoir comme ça, alors que je pense que le principe même d'une plateforme de transition adulte, par exemple celle que j'anime, c'est justement d'être dans une continuité et surtout pas d'être dans une rupture. Et notamment, vous évoquiez le rôle des parents, on le rediscutera.
Alors, justement, on va commencer par une définition. Plateforme de transition, de quoi parlons-nous? Est-ce que vous voulez nous expliquer, Nizar, ce qu'est une plateforme de transition entre pédiatrie, service adulte? C'est quoi et ça sert à quoi? Alors j'ai une lourde tâche là. D'abord, la transition, ça existe depuis longtemps. Hein, c'est pas quelque chose de récent, même si il y a énormément d'initiatives, comme ça a été évoqué ce matin, et nous représentons une partie des initiatives existantes et d'initiatives émergentes au moment où on se parle. Donc des plateformes de transition, ce sont des lieux, des structures. Alors, il y en a notamment au sein des hôpitaux. Donc là, nous représentons plusieurs hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Il y en a dans d'autres hôpitaux. On peut aussi imaginer que ça se fait dans d'autres structures que des structures purement hospitalières, mais qui ont pour objectif, justement, comme le disait le professeur Touraine, de mettre en commun les ressources existantes et d'apporter des ressources nouvelles, voire même des ressources innovantes, pour améliorer le parcours de soins des patients et donc de rester dans un maximum de continuité. Parce qu'un des enjeux majeurs, c'est la rupture de soins. Ça a été montré très bien tout à l'heure par Marie-Hélène Audièvre, notamment sur cette diapo. Et ça, c'est un enjeu absolument majeur parce qu'on voit bien que il y a une augmentation du recours évitable aux urgences, aux hospitalisations en urgence aussi, qui a donc à ce moment-là des enjeux de santé importants qui peuvent ensuite déboucher sur des complications, parfois des séquelles et malheureusement parfois de la surmortalité. Mais on peut se demander à quoi ça sert, parce qu'on l'a bien vu à la présentation du docteur Dollfus, du docteur Audièvre, il y a déjà une prise en compte de la nécessité de faire le lien. Alors, quel est le plus d'une plateforme? Qu'est-ce que ça apporte en plus? À quel besoin ça répond en particulier? Qui veut répondre? Allez, je veux bien. En réalité, il y a quand même des besoins qui sont non couverts pendant cette période-là. Et c'est vrai que, comme le disait Nizar, c'est vrai que je pense que chaque plateforme était attachée à répondre à des besoins locaux et qui sont très hétérogènes, même au sein d'un même centre. Selon les services, là, c'est vrai qu'on a deux beaux exemples à Trousseau, mais pour être à l'origine de l'escale à Trousseau, quand on a interrogé les différents services, tous les services ne sont pas du tout au même point de l'élaboration de ce parcours de soins à cette période-là. Et donc c'était essentiel que ça soit beaucoup plus homogène et apporter un soutien évidemment pour tous les adolescents concernés et pas seulement pour quelques-uns, parce que selon les services, on n'a pas forcément obtenu les mêmes moyens et donc pas forcément une infirmière coordinatrice. Donc tout ça, c'est très hétérogène. Et donc l'idée essentielle, c'est aussi répondre aux besoins de tout le monde. Et puis finalement, même quand il y a un parcours de soins là, qui est bien structuré, bien authentifié, il y a toujours des demandes, des besoins des adolescents concernant cette période-là, qu'en tant que système de soins, on a du mal à répondre, notamment l'orientation professionnelle, la promotion en prévention en santé sexuelle, ne serait-ce qu'à l'adolescence, la prescription d'une contraception. Enfin, voilà, toutes ces choses-là sont des besoins qui sont non couverts ou pas toujours couverts dans les services de pédiatrie. L'idée, c'est une approche transverse, à la fois en termes de thématiques et de mise à disposition de tous les services et de tous les adolescents. Oui, vous alliez... Moi, je voudrais rajouter un commentaire. Il faut bien que les personnes qui sont ici réalisent que on a beaucoup de chance à Paris parce que les trois grandes structures de pédiatrie, enfin Trousseau, Robert Debré et Necker, ont leurs organisations, quelles qu'elles soient. Moi qui anime avec un collègue endocrinopédiatre de Necker un DIU transition depuis 15 ans, on est frappé, choqué, frappé de voir à quel point, le plus souvent, c'est un vrai marasme. Il ne faut pas sous-estimer la réalité du terrain. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. On a eu des médecins d'hôpitaux généraux de la grande périphérie de Paris qui nous disaient on est paumé en tant que pédiatre parce qu'on n'a pas de référent adulte susceptible véritablement de prendre en charge ces jeunes patients, donc il y a du perdu de vue et ça se retrouve aux urgences. Bon. Et quand on raisonne sur les structures en province, moi je suis très frappé de voir que même s'il y a une certaine volonté dans certains endroits,
il y a beaucoup d'endroits où des jeunes avec des maladies chroniques ne seront pas pris en charge dans une continuité sur une structure adulte pour quelque raison que ce soit. Et ça, il faut vraiment garder présent à l'esprit que là, ce qu'on entend ce matin, c'est vraiment le haut de l'iceberg au bon sens du terme. Ceci dit, ça progresse. Oui, Les ça progresse. plateformes aujourd'hui, Ça progresse. plateformes de transition, c'est une idée qui avance. Lisa. Oui, absolument. Je rejoins tout à fait ce que tu dis, Philippe. Là, je disais la transition, et on en fait depuis longtemps. C'est pas un sujet en soi, par nature, qui est nouveau. En revanche, les enjeux dont on veut s'emparer et dont on commence à vraiment bien s'emparer depuis quelques années ici. Je crois que, d'ailleurs, M. Aymon l'a rappelé tout à l'heure, les autorités de santé, les fondations qui participent aussi à améliorer la prise en charge des patients aux hôpitaux ont pris conscience de l'enjeu vraiment structurel, national, pour tous ces jeunes-là qui ont une maladie chronique. Ça représente plusieurs millions, c'est un enjeu de santé publique. Il faut bien comprendre ce dont on parle aujourd'hui, c'est un enjeu de santé publique. Il y a plusieurs millions d'adolescents atteints d'une maladie chronique, pas forcément d'une maladie rare, mais d'une maladie chronique, donc qui nécessite de manière égale un accès aux soins. Et donc, en 2016, quand on a commencé, il y avait 0 plateforme de transition. Il y avait des équipes qui travaillaient sur la transition dans le cadre notamment de la cancérologie pédiatrique. Donc ça, et puis les pathologies infectieuses comme le VIH, la mucoviscidose aussi, avaient mis en place des choses. Mais l'approche des plateformes de transition qu'on s'est vraiment développée depuis 2016. Et aujourd'hui, en France, on a 13 structures qui existent. Donc il y a encore à faire. Mais en 7 ans, on n'a quand même pas trop mal travaillé pour l'instant. 2 par an à peu près, oui. Et ça s'accélère. Alors, à Robert Debré et Hélène Mellerio, c'est Advenir la plateforme. Vous pouvez nous expliquer comment elle fonctionne et ce qu'a été son histoire, sa genèse? Oui, la spécificité d'Advenir comme plateforme, c'est que ça s'appuie vraiment sur l'historique de la médecine de l'adolescent qui était implantée depuis une dizaine d'années à Robert Debré. Et il y a vraiment cette volonté en fait de développer une aide en fait à la structuration du parcours de soins pour ces jeunes qui ont des maladies chroniques, mais aussi de proposer un regard nouveau sur l'adolescent, sur sa situation familiale, sociale, professionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de développer dans le cadre notamment des consultations de préparation à la transition, en fait. Ça veut dire quoi, un regard nouveau? Comment est-ce que vous le concrétisez? En fait, de manière déjà extrêmement symbolique, on est une structure qui est située vraiment à la frontière entre l'hôpital et la ville. On est adossé à la maison des adolescents. Donc déjà, les jeunes qui viennent sont identifiés comme des adolescents. On les vouvoie et on explicite ce choix de les vouvoyer parce qu'ils sont vouvoyés dans la vie civile, souvent à cet âge-là. Et puis, ils sont vouvoyés en service d'adultes et ça pose absolument aucun problème. Et du coup, nous, on va les voir en fait comme des adolescents, des futurs adultes, là où c'est plus compliqué en fait pour un pédiatre qui suit ces jeunes depuis quelquefois 18 ans, de voir vraiment ce jeune partir comme des parents qui verraient leur de commencer à les vous voyez, ne serait-ce que concrètement ce point-là, alors qu'on les tutoie depuis le début. Donc c'est vraiment progressivement se comporter comme avec des adultes quand on est en relation avec ces adolescents-là. Oui, voilà, il y a vraiment cette espèce d'exercice en fait qu'ils vont vivre dans le cadre de cette consultation où on les reçoit seuls au départ. Pour la grande majorité, c'est la première fois qu'ils voient un soignant tout seul. Et ils ont 17-18 ans en moyenne, hein, c'est assez tard finalement. Et en fait, ils vont être invités à mettre en mots leur maladie, dire en quelques phrases. On leur dit si vous êtes à l'autre bout de la France, vous êtes aux urgences. Vous devez expliquer pourquoi vous êtes suivi. Expliquez-nous en quelques mots ce que vous avez. Souvent, c'est un peu compliqué comme exercice. Mais même juste de donner le nom de la maladie qu'on ne comprend pas forcément, qu'on a du mal à verbaliser, qui est quelquefois très stigmatisant, c'est pas évident. Et puis, donc, ça c'est vraiment toute une démarche qui va permettre en fait aux jeunes de se mettre dans une posture un peu différente de la posture qu'il a dans le soin avec les équipes référentes qui le connaissent bien, qui vont aussi apporter des choses très riches
riche, bien sûr, mais voilà, ce regard nouveau qu'on peut avoir, ce regard externe va vraiment permettre quelquefois que ces jeunes déposent des choses parfois très intimes, des formes de colère, des épisodes traumatiques, et ça c'est vraiment un plus après pour améliorer aussi le suivi dans les équipes référentes. Ce qui suivra effectivement. Philippe Touraine, à la Pitié-Salpêtrière, vous portez la plateforme Transcend. Est-ce que vous travaillez sur les mêmes principes et avec les mêmes objectifs qu'Hélène Mellerio? Oui, d'une certaine façon, mais je dirais que on est à la Pitié-Salpêtrière, un hôpital d'adultes pur, ce qui est assez rare pour une plateforme de transition, puisqu'on peut concevoir que tous naissent du milieu pédiatrique. Moi, j'ai voulu cette plateforme parce que, avec mes collègues de diabétologie, de nutrition qui étaient dans le même bâtiment, on a réalisé qu'on avait un nombre de perdus de vue dans nos maladies chroniques absolument considérable, alors qu'on était tous affiliés à des centres de maladies rares, donc avec une certaine implication autour de ces pathologies. Et donc, on a mis 1 an et demi pour installer cette plateforme, parce qu'au début, c'est pas compliqué. Tout le monde disait « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». De la secrétaire, de l'aide-soignant, de l'infirmière, du médecin, tous les corps de métier. Et on a pris 18 mois avec l'aide d'un consultant pour créer des groupes de travail et pour organiser ce parcours de soins. Je parle plus de parcours de soins peut-être que de plateforme, avec maintenant une implication d'une coordinatrice de parcours de soins, parce que ne nous leurrons pas, seul, on n'aurait jamais réussi à faire ça. Donc on a la même volonté que nos collègues dans des hôpitaux pédiatriques, mais il est certain que sans coordinateur ou coordinatrice de parcours de soins, appelons ça comme on voudra, une Maëlys version adulte... Est-ce que Maëlys est dans la salle Elle nous écoute. Bonjour Maëlys, on parle beaucoup de vous. On n'aurait pas les résultats aujourd'hui, je dirais, d'adhésion au programme de la part de ces patients. Oui. Alors, on va parler des moyens nécessaires. Vous avez parlé moyens humains, effectivement, et plus que ça, hein, puisqu'il y a de la méthode. Et vous avez parlé du temps. Et justement, on va parler du temps, Guillaume Touvenin, puisque l'escale, alors c'est encore, c'est tout nouveau, tout bébé encore. Et là aussi, pour monter l'escale, cette plateforme-là, il a fallu du temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du projet? Oui, en quelques mots, effectivement, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit à l'instant, c'est vrai que c'est toujours des initiatives, une volonté locale. Catherine l'a rappelé tout à l'heure, il y avait une envie à Trousseau de créer ce genre d'espace. Et voilà, quand on s'empare du sujet, c'est vrai que le périple est assez long. Je crois que nous, c'est sur 2-3 ans qu'on a réussi à monter les choses. Et finalement, avec voilà, cette volonté de vouloir être complémentaire de ce qui se passe, il faut interroger les gens, être au plus proche de la réalité concrète locale. Et en pratique, ceux qui peuvent porter ça, par exemple, on était une équipe pluridisciplinaire avec le soutien de l'institution, de l'hôpital, avec l'administrateur, l'adjoint au directeur qui a participé à l'élaboration. Malgré tout, voilà, on a tous nos fonctions. Moi, je suis pneumopédiatre à 100% en pneumologie pédiatrique à Trousseau. Donc ça, c'était du temps supplémentaire. Et finalement, pour monter un espace avec aussi, quelque part, pas tant de ressources que ça. On a eu la chance de rencontrer l'ARS et donc le soutien précieux financier qui nous a aidés énormément à ce que ça puisse voir le jour. Et finalement, on voit qu'il nous manque beaucoup de besoins financiers, mais du coup humains, surtout, essentiellement, parce que finalement, l'escale repose sur essentiellement 1,5 personne à temps plein sur l'espace. En plus, voilà, peut-être une coordination complémentaire, mais c'est assez peu pour répondre à tous les besoins exigés par la situation, quoi. Et aujourd'hui, où en est l'escale? Si, on a Très commencé à ouvrir, mais voilà, on a nos premiers patients. Et là aussi, il y a encore la déco à faire, à finir. Il y a quelques décos à finir. Voilà, après, on reçoit les premiers patients. Je pense qu'on l'abordera plus tard, mais aussi il y a tout ce qui est relation avec les autres services et comment ils sont adressés, quel type de patients sont adressés, qui est aussi une autre problématique. Mais je veux pas. Et qui est à construire là aussi. 4 plateformes. Des points communs, on l'a bien compris, mais beaucoup de différences. Qu'est-ce qui vous rassemble et qu'est-ce qui fait les nuances ou les différences entre vous 4 et vos projets?
Alors, on l'a bien compris, parfois c'est le service Un contre adulte. 3, hein, vous voyez, moi je suis le seul adulte. Hein. Voilà, Ouais, adulte, c'est, on va dire, le moteur, et ça peut venir à la fois des services adultes et des services pédiatriques. Ah mais ce qui est fondamental en tant qu'adulte, c'est d'avoir des collègues pédiatres avec qui on travaille. Et pour les pédiatres, ça a été dit tout à l'heure, c'est fondamental d'avoir un référent adulte. Et j'aurais même tendance à dire, une seule personne peut suffire. Pour que ça marche, il faut une volonté très claire de personnes qui se disent je vais m'impliquer sur ce parcours dit de transition qui est différent de celui d'un adulte pur, si je puis dire. Et notamment, moi, quand j'ai commencé, ça fait 20 ans, quand on est médecin adulte, on vous apprend à être face à un patient, pas dans une relation triangulaire avec un parent en plus. Et c'est quand même, de prime abord, la première chose à accepter. Ou deux. Ou deux. Suggéré. Ouais. Et c'est la première chose à accepter pour quelqu'un dans un secteur adulte qui va travailler sur la transition, c'est de dire les parents doivent être inclus dans le process et surtout pas, entre guillemets, rejetés. Et notre objectif à nous, et notre réussite à nous est observée lorsque c'est le patient qui un jour va se tourner vers son père ou vers sa mère pour dire « j'ai toujours besoin de vous, mais là je me sens capable d'y aller seul ». Ce n'est pas à nous, médecins, de dire aux parents « s'il vous plaît, merci d'attendre dehors ». Et ça, vos confrères, vos consoeurs, ils le comprennent Je pense que ce n'est pas forcément inné dans la tête de beaucoup de médecins adultes qui considèrent que je caricature un peu, mais souvent, enfin, c'était un peu le reproche qui pouvait être fait aux médecins adultes, la vie commence à 18 ans, c'est-à-dire qu'au fond, toute cette période de l'enfance, ok, bon, on changeait les traitements, on changeait un peu les médecins n'étaient pas habitués. Hélène fait très bien référence à la médecine de l'adolescence. C'était aussi peut-être parce que certains pédiatres n'étaient pas trop habitués aux adolescents et certains adultes ne l'étaient pas du tout. Il y avait un trou dans la raquette, Hélène ? Là, entre l'enfance et l'âge adulte ? Oui. En même temps, c'est évidemment une continuité. Mais je rebondis sur ce que disait Philippe là sur la place des parents, effectivement, qui est pas toujours très bien explicitée en fait, rien qu'en termes de droit. Est-ce que les parents ont le droit de venir si le jeune n'est pas d'accord, ou est-ce que, déjà c'est compliqué. Il y a un enjeu d'information et des soignants et des parents. Donc ça, c'est vraiment du côté des pédiatres comme des adultes qu'il faut travailler ça. Ouais. Oui, pour répondre à une question qui est vraiment une question très importante et très difficile, donc je vais essayer de résumer, mais on a, donc sur les 13 plateformes qui existent, on en représente 4 ici, mais vraiment, je pense qu'on se connaît tous, on parle beaucoup, on est en train de se fédérer, on est en train de travailler à monter des projets communs, on a déjà d'ailleurs développé des projets communs. Je pense que globalement, on a eu une démarche, la démarche c'est de co-construire une démarche commune, co-construire avec les jeunes. J'ai beaucoup aimé les verbatim des jeunes, c'est-à-dire qu'on les a écoutés, on les a questionnés, on a fait des focus group, on a pris en compte leurs besoins. Ça, les 13 plateformes qui se sont montées sont parties de là. Oui, de se dire... On a, du constat qu'il y avait besoin de faire des choses au sein de leur structure. Nous, en tout cas, on est parti de là, de prendre en compte les forces existantes et les motivations existantes sur place, d'identifier notamment les besoins en personnes et en ressources qui n'étaient pas disponibles sur site et où est-ce qu'on pouvait aller les chercher pour pouvoir répondre aux besoins identifiés. Alors identifiés par les professionnels de santé au sens très large, en incluant les équipes administratives de l'hôpital. Quelques-uns sont dans la salle d'ailleurs, ils connaissent bien le projet de la suite, Necker. Et aussi donc, de co-construire ça avec les jeunes, mais jusqu'au choix du logo, de l'identité visuelle, très très loin, quoi. Non seulement les ressources, mais aussi comment ils voulaient être accueillis. Et puis avec les parents aussi. Et on a travaillé en interrogeant tout ce qui se faisait déjà, je parlais du domaine de l'oncologie pour ne citer que celui-ci, mais c'est pas le seul. Et puis on a regardé aussi ce qui se faisait au niveau international. Et puis petit à petit, vous voyez, on arrive à 13 plateformes en 7 ans. Mais là aussi où je pense ce qu'on a tous voulu faire, c'est principe de réalité. Il y a ce qu'on voudrait, puis il y a ce qu'on peut faire.
Puis il y a ce qu'on peut faire maintenant, et puis ce qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure. Et puis le principe aussi, c'était de se dire, on va expérimenter, parce qu'évidemment, c'est nouveau. Donc, on parlait d'innovation tout à l'heure, voilà un angle d'innovation important. Et l'autre innovation que je voulais, je pense, ça n'était jamais arrivé dans des hôpitaux en France d'avoir des lieux dédié pour l'ensemble des adolescents, qui ne soit pas un lieu ludo-éducatif. Il n'y a pas de machine à café, de baby-foot. Enfin, je ne dis pas qu'il ne peut pas y en avoir du tout, mais je veux dire, l'objectif n'est pas du tout le même que de venir... C'est pas la priorité. Oui, il y a des structures comme ça à l'hôpital, et tant mieux, c'est très important pour les enfants, parce que ce n'est pas ouvert qu'aux ados, mais c'est aussi ouvert aux enfants ainsi qu'aux ados. Mais donc, de les accueillir tels qu'ils sont, et globalement, de les accueillir en tant que jeunes gens, et d'essayer de laisser la dimension du jeune patient. Alors, c'est dosé de manière différente d'une plateforme à l'autre, mais pour évoquer les différences, parce que j'ai abordé les points communs, je vais essayer d'être bref. Mais donc, venez comme vous êtes. La pathologie, il y a le docteur, le service, l'hôpital de jour, etc., à 3 minutes ou à 300 mètres. Nous, on va vous accueillir pour prendre en charge les besoins non couverts par, que ce soit en ville, que ce soit à l'hôpital. Donc, l'hôpital essaie de prendre un pas de côté pour mieux accueillir ces adolescents qui sont une population fragile, labile en termes enfin, bon, les parents sont derrière souvent, mais enfin, vers l'âge de 17, 18, 19, on voit bien que parfois, même en pédiatrie, avant le transfert en médecine adulte, il y a des consultations non honorées. C'est pas qu'en médecine adulte, faut le rappeler, ça c'est très important. Et donc, le fait qu'ils constatent que l'hôpital s'intéresse à eux en tant que personnes et dans leurs problématiques, qu'elles soient... vie relationnelle, insertion socio-professionnelle, on l'évoquera cet après-midi, et d'autres, je n'aborderai pas ici. C'est un pari qu'on fait un peu tous pour se dire qu'ils vont avoir un regard sur le fait que l'hôpital n'est pas qu'un lieu où ils sont une sorte de prise de sang sur pattes, de numéros, de dossiers patients. Est-ce que je me trompe si ce que j'entends, c'est que finalement, l'un des enjeux de cette plateforme, c'est de les accompagner pour qu'en devenant adultes, ils deviennent patients à part entière. On parlait de responsabilité et les jeunes en parlaient aussi. C'est accompagner pour devenir un patient comme un citoyen qui conscientise et qui prend en main son parcours. C'est un peu ça, Hélène ? Oui, plus qu'un patient, je dirais un adulte qui prend en charge sa pathologie avec une forme d'autonomie. C'est ça, je repense à ce terme de patient qui avait été repris par les associations et qui disait mais patient, ça veut dire qu'on est dans l'attente, qu'on est dans une forme de passivité, qu'on n'est pas forcément impliqué. Je suis provocatrice, bien sûr. D'ailleurs, il y avait ce collectif des patients chroniques et assistés qui est devenu les impatients, que vous avez peut-être connu. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un objectif dans toutes ces structures qui sont très hétérogènes dans leur origine et leur fonctionnement, de vraiment augmenter la littératie en santé pour augmenter l'empowerment, en fait. Donc c'est vraiment l'objectif commun. Empowerment. Donc reprendre le pouvoir en tant qu'adulte et les accompagner là-dessus. Mais la question qui se pose forcément, c'est l'appropriation. Est-ce que, alors, c'est encore tout nouveau, avec un petit peu de recul pour certains d'entre vous, mais est-ce que les jeunes impatients ou patients, du coup je n'ose plus utiliser le terme, est-ce que les jeunes patients s'en emparent? Est-ce que c'est des dispositifs, des outils, des façons d'être accompagnés qui font le job, entre guillemets, et auxquels ils ont recours? En fait, on voit qu'à titre individuel, la plupart s'en emparent et on sent vraiment un bénéfice perçu en fait de l'accompagnement qu'on propose, même quelquefois de modeste, et ça c'est très encourageant. Ce qui est plus difficile, c'est de mobiliser vraiment des groupes de jeunes déjà passés éventuellement, pour pouvoir ensuite faire des programmes de pair et danse, parce que c'est ce qui est vraiment demandé en fait par les jeunes, plus jeunes, de rencontrer, de dire bah voilà, dans 10 ans comment je serai, comment ça se passe quand je vais arriver à la fac, quand je vais tomber amoureux.
globalement, soignant, vous êtes sympa de me raconter, mais enfin, moi, je préfère quelqu'un qui vit les choses et qui ne va pas essayer de me vendre un peu des salades scientifiques. Et donc ça, c'est, voilà, il y a vraiment une des perspectives, maintenant, c'est vraiment que c'est essayer que les jeunes, des groupes de jeunes, de parents, de fratries, ça a été souligné tout à l'heure, puissent vraiment s'emparer aussi de ces structures pour pouvoir après accompagner et devenir acteurs aussi à leur façon. Ouais, je te rejoins tout à fait, Hélène, c'est exactement ça. Pardon, Guillaume, très brièvement, pour donner sans vous donner de chiffres, mais enfin, on a donc les jeunes, quand même, c'est des patients qui viennent à l'hôpital, ça les enquiquine de venir à l'hôpital, même si le docteur est gentil, l'infirmière est sympa, etc. Mais ça reste l'hôpital. Ça reste l'hôpital. Donc là, nous, en tout cas, à la suite, mais je sais que c'est le cas aussi dans la plupart des plateformes avec lesquelles on discute beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de nos jeunes qui viennent dans cet espace transition, dans cette plateforme transition, le nom plateforme, espace, peu importe au fond, mais de chez eux, et repartent chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas voir s'il y a de la lumière, pour voir, encore une fois, il n'y a pas de baby-foot, pas de café, pas de truc, pas de machin. Il y a le Wi-Fi quand même. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on leur dit, voilà, il y a des ressources qui existent, il faut qu'ils soient informés. Encore, parfois, on a un peu de mal à informer quand même correctement les jeunes, parce que ça passe individuellement par les professionnels de santé, et on est très nombreux dans les hôpitaux. Donc je pense que c'est quand même pari gagné pour beaucoup de ces jeunes, très très difficile à faire venir à l'hôpital. Guillaume ? Oui, donc moi j'ai pas encore l'expérience des autres plateformes, mais tout ça pour dire qu'effectivement, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Hélène, et puis tout le monde finalement, c'était que finalement l'idée c'était de construire leur projet de vie avec eux, enfin qu'eux ils se construisent leur projet de vie en fonction, avec la maladie certes, mais la maladie est finalement une partie de leur construction identitaire, mais elle ne doit pas être réduite à ça. Et donc ça, c'est vrai que, que les aider à prendre conscience de ça, et surtout que ça se passe à l'hôpital, c'est quand même une richesse importante, et probablement quand même assez inédite dans un parcours de soins anticipé, quoi. Oui, Philippe, pardon, sur l'appropriation. Alors, quand on vient du monde adulte, est-ce que l'appropriation est la même que quand on arrive par la pédiatrie ? Moi, je pense que l'appropriation, elle se fait avec le temps. Donc, je pense que c'est assez difficile, mais je me trompe peut-être, qu'un jeune de 15 ans s'approprie complètement son histoire, etc. Et c'est pas l'objectif, c'est pas l'histoire d'une vie. Les jeunes, en général, ne s'approprient pas leur vie à 15 ans ou à 16 ans. Donc tout ça prend du temps. C'est notre objectif à nous. Et notre objectif est toujours passé par, d'abord, travailler de concert avec une coordinatrice pour éviter les pertes de vue. Et donc, effectivement, en commençant en 2016, sur 1000 patients maintenant dans notre base de données, on a 5% de perdus de vue, ce qui nous paraît très satisfaisant, parce qu'il y aura toujours des situations compliquées. Mais c'est en même temps... 5%, non, mais c'est en même temps très fragile. Je veux dire par là que si demain, là, il y a une rupture pendant 3 mois de poste de coordinateur de parcours de soins, je suis convaincu qu'on va avoir des perdus de vue, des gens qui ne viendront pas. Enfin, donc, on est encore très tributaire. Donc, ce qui veut dire que l'individu ne s'est pas encore totalement approprié. S'il attend d'être relancé et relancé pour venir, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait encore acteur de sa propre santé. Et ça, probablement qu'on va l'observer, je dirais, plutôt vers les 23, 24, 25 ans que les 18, 19 ans. On peut imaginer, vous mettez le doigt sur la question de la pérennité de ces plateformes. Pour qu'il y ait pérennité, il faut plusieurs choses. Vous en avez parlé, les moyens humains. Vous avez parlé aussi des moyens financiers. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut freiner le développement des plateformes dont vous parliez, Nizar, tout à l'heure ? On peut imaginer que si tout va bien, ça va se développer. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il y en aura 20, 30, 40. De quoi avez-vous besoin pour que ça fonctionne, que ça remplisse sa mission et que ça le fasse de façon pérenne ? En ce qui nous concerne à la Pitié, c'est extrêmement clair. Quand on a obtenu le financement de la Fondation des Hôpitaux de Paris et Fondation Piège Jaune, j'ai déposé le dossier en accord avec mon directeur d'hôpital de l'époque, Serge Morel, que je remercierai toujours du fond du cœur, parce qu'il a joué le jeu, pour parler simplement. Je lui ai dit, la coordinatrice de parcours de soins, c'est un poste fixe. Je veux dire par là, elle doit rentrer dans les effectifs.
Sinon, si c'est un CDD pendant 6 mois, ça ne sert à rien. Et donc, on a toujours 7 ans plus tard un poste de coordinateur, mais on a un poste pour la structure. Mais c'est fondamental. Donc, je dirais que sans financement pour obtenir des postes dédiés à ces filières, à ces parcours de soins, je ne suis pas excessivement optimiste. La volonté de médecins ne suffira pas pour gérer l'organisation, à mon avis, d'un parcours transition. Donc, à minima, des postes pour la coordination. Vous partagez ? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, je partage tout à fait. Je ne sais pas si ça marche bien, là. Ouais, merci. Oui, je partage tout à fait, ça marche beaucoup mieux. C'est absolument fondamental. Je pense qu'il y a besoin d'une reconnaissance de la spécificité de la transition dans le cadre des maladies chroniques. Il y a aussi besoin de la reconnaissance de la spécificité de l'interfaçage avec la médecine de l'adolescence. C'est très important de travailler, en tout cas en pédiatrie, conjointement avec ces différentes structures. Il n'y en a pas encore assez en France. On était tous ensemble, enfin plusieurs d'entre nous étions à un congrès européen la semaine dernière. Bon, il y avait que des pays du nord de l'Europe. Je crois que la France était le pays le plus au sud de l'Europe. Et c'était assez édifiant de se rendre compte que ils ont 10 ans d'avance sur. Alors, je dis pas qu'ils font tout bien, mais c'était intéressant d'avoir leur retour et ils ont traversé les mêmes choses que nous pour pas mal d'entre eux, que ce soit au Danemark, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Suède, etc. Mais ils ont quand même une avance là-dessus sur la reconnaissance dans les hôpitaux universitaires, mais aussi dans des structures ambulatoires. Donc ça, c'est fondamental. Je pense qu'aussi qu'un élément sur lequel je pense qu'Advenir travaille beaucoup, et c'est un des points communs, en tout cas dans la vision, la volonté, et c'est très important de pouvoir s'appuyer sur les compétences et les ressources d'une ou deux plateformes qui travaillent peut-être plus spécifiquement là-dessus, c'est la recherche et l'évaluation. Parce qu'on arrivera probablement à convaincre les tutelles en présentant des résultats, en montrant que ce qu'on veut faire, on arrive à le faire avec les moyens qu'on a. Il y a l'évaluation quantitative, qualitative, médico-économique, etc. Donc je pense que notamment Advenir le fait beaucoup. Vous aussi à Transcende, vous l'avez démontré. Il y a aussi le travail qu'on a ensemble envie de faire, mais qu'on fait à différentes mesures pour les parents. Et puis aussi que ça soit des lieux de formation, parce que si on a de plus en plus de jeunes, des étudiants en soins, médecins, infirmiers, etc., qui veulent prendre ce chemin-là, eh bien, il faut aussi que nous, aujourd'hui, on prépare le terrain de demain pour que ça soit mieux enseigné à l'université. Donc voilà, formation, information. Ça fait beaucoup de choses déjà dans les besoins, des financements pour financer des équivalents temps plein, on l'a bien compris, de l'évaluation pour prouver ce qu'on apporte, de la formation, d'autres éléments, Hélène Guillaume, sur nécessaire peut-être aussi en termes de méthodologie, de partenariat, de fonctionnement. Oui, j'ajouterais, on sait bien que les finances de l'hôpital public sont contraintes, et même si on a besoin de postes et qu'on continuera à les demander, il faut aussi qu'on trouve d'autres solutions, et que il y a peut-être des pistes en fait à chercher du côté de la e-santé, de trouver vraiment des supports informatiques en fait pour standardiser. Alors e-santé, c'est intelligence artificielle ou c'est simplement des bases de données On peut démarrer par des choses plutôt du genre base de données, structuration des parcours de soins, ce qui se fait par exemple dans le cadre du cancer, des supports informatiques qui aident les coordinateurs à suivre des patients sur le long cours, avec des formes de suivi un peu hybrides en ligne et en présentiel aussi, parce qu'on ne remplacera jamais la qualité l'apport d'un contact avec un soignant. Et c'est vrai qu'il y a, on voit bien dans toutes nos plateformes avec des initiatives très différentes et ingénieuses. En fait, on est quand même très limité par ce temps humain, et il y a forcément des choses qui pourraient s'automatiser un petit peu avec des... Et on l'a vu tout à l'heure sur Trousseau, vous nous avez présenté aussi des applications. Il y a effectivement de l'outillage qui permet d'avancer, Guillaume. Oui, ne serait-ce qu'effectivement dans le cadre du suivi, c'est vrai que les adolescents viennent souvent à l'hôpital, alors même s'ils viennent, je l'entends,
de chez eux. C'est pas toujours facile quand même de les faire venir en plus de leur parcours de soins habituel. Et c'est vrai que d'utiliser ces dispositifs assez simples aujourd'hui, mais quand même qui doivent être certifiés, et on a besoin de soutien aussi pour les mettre en place, parce que c'est pas notre métier, d'organiser des suivis en hybride, avec bien sûr de la présence, mais aussi leur permettre d'être chez eux et puis d'assister à des ateliers sur telle ou telle question. Je pense que c'est vraiment indispensable. Oui, Hélène. Dernier point, très très rapidement, il y a un enjeu de communication aussi qui est important. On l'a tous expérimenté aussi dans nos hôpitaux. Ce fait qu'on n'est pas forcément identifié, pas bien compris en fait dans nos missions auprès des collègues qui sont pas forcément acquis à la cause de la transition, qui ont aussi d'autres objectifs, dont la population est un peu n'a pas forcément les mêmes besoins que les populations qu'on voit. On voit qu'il y a une hétérogénéité des besoins, et c'est vrai que ça aussi c'est pas notre métier, la communication. Et peut-être qu'on gagnerait à communiquer de manière un petit peu globale en fait au niveau de la transition en France, pour être vraiment identifié par les patients, par les familles, par les financeurs, par la population générale en fait, comme des ressources potentielles et du coup plus utilisées quelquefois pour certaines valences. Avec des cibles différentes en communication, on le voit bien. Il est 13h12, nous avons dépassé le temps que nous nous étions donné. Je vous prie de nous en excuser. Avant la pause, je voudrais juste un point. Vous nous avez posé, on va dire, les conditions de réussite de ces plateformes, de leur développement. Juste un point, est-ce qu'il y a un écueil à éviter? Un point sur lequel il faut être attentif si parmi les partenaires, il y avait ce souhait de faire avancer ces plateformes, il y a ou pas? Oui. Philippe? Oui. Pour moi, la réponse est courte. Non, oui. Je veux dire par là que... Revenez cet après-midi si vous voulez savoir. Non, non, du tout. Je répète, je pense qu'il est fondamental, puisqu'il s'agit de suivre sur du long terme des patients avec des maladies chroniques. Donc il y a quand même un aspect d'ordre médical, même si ce n'est pas le seul. Il faut qu'il y ait un médecin dans la continuité des pédiatres qui veuille s'impliquer. Si vous ne l'avez pas, si vous ne le connaissez pas, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de partenariat, je pense que ce n'est pas voué au succès. Bravo, oui, je crois que... On peut applaudir parce que ça nous fait conclure cette table ronde sur l'importance du facteur humain, et que c'est avec ça qu'on avance de toute façon. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci pour vos présentations aux uns, aux unes et aux autres. Des questions ont été posées. Elles sont toujours là. Et je vous l'avais promis, si vous avez quelques minutes encore, les témoignages des jeunes qui sont accompagnés par Dessine-moi un mouton sur cette question de la transition. Donc, derrière votre ordinateur ou ici dans la salle, si vous avez quelques minutes à nous accorder encore, je vous propose de les découvrir, ces témoignages sur ces transitions. On regarde. Cette transition-là, on va dire que je l'ai repoussée. Parce que j'ai quitté le service pédiatrie quand j'avais très clairement 16 ans. 16 ans. Parce que je redoutais. Quand j'étais au service pédiatrie, j'étais choyée, j'étais poupounée. Enfin, quand j'allais à l'hôpital, bon, je savais que j'y allais du coup pour le VIH, mais pour moi c'était un réconfort en fait, parce que j'avais personne qui était à mon écoute, et mon médecin qui était ma médecin qui était adorable, qui était vraiment à mon écoute, toute douce. Enfin. Donc pour moi, je repoussais la transition adulte. Parce que, je deviens adulte aussi. Même si, on va dire, la maladie m'a volé mon enfance, j'ai pas eu une vraie enfance, dans le sens où j'ai pas eu cette insouciance-là. Donc du coup, pour moi, je voulais rester impérativement dans le service pédiatrie. Bon, il a fallu que je fasse cette transition-là, cette transition. Et en fait, comme par hasard, à cette période-là, c'était la période où je commençais un petit peu à être rebelle sur mes médicaments. Les médicaments, je les prenais plus trop bien, parce que j'étais dans une période de rebelle, en fait.
Mon père avait un petit peu lâché prise par rapport aux médicaments, donc j'en profitais un peu pour, garder la main sur cette insouciance-là, même si ça me rattrapait parce que j'étais toujours angoissée à l'idée de me dire, bon, ok, je les prends pas, mais je suis stressée parce que je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, témoignage de Sarah qui va dans le sens de ce que vous avez présenté sur les enjeux, cette transition.